rencontres du RT14. L'actualité de la sociologie des arts et de la culture. Eh bien, bonjour à toutes et tous et merci pour votre présence et pour votre écoute de cette 4e séance des rencontres du RT14 de l'année 2026. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Pacouret pour parler de son ouvrage intitulé « Qu'est-ce qu'un auteur de cinéma ? Art, pouvoir et division du travail » paru en 2025 au CNRS Éditions. Alors, quelques mots pour commencer à propos de ces rencontres du réseau thématique de sociologie des arts et de la culture, RT14 donc, de l'Association française de sociologie, AFS. Il s'agit d'un projet à la croisée du séminaire et du podcast qui est né en 2022 et qui vise à présenter l'actualité de la recherche en sociologie des arts et de la culture sous la forme de discussions avec des auteurs et autrices ayant publié récemment un ouvrage. Ces séances prennent la forme d'un entretien suivi d'un moment d'échange avec le public. Nous sommes donc enregistrés et le podcast sera diffusé sur le carnet Hypothèse, sur la chaîne YouTube du RT14 et plus largement sur l'ensemble des plateformes de podcast. Vous y retrouverez d'ailleurs l'ensemble des rencontres qui ont déjà eu lieu. Avant de commencer cette discussion avec Jérôme Pacouret, nous vous invitons d'ores et déjà à notre prochaine séance avec Sophie Noël autour de son livre « Le petit commerce de l'indépendance », animé par Olivier Vanet, qui aura lieu le 12 mai de 14h à 16h au site Pouchet du CNRS en salle 159. Bonjour Jérôme Pacouret et merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Tu es sociologue, post-doctorant à l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes. Tu as soutenu une thèse en 2018 intitulée « Qu'est-ce qu'un auteur de cinéma ? Copyright, droit d'auteur et division du travail » qui t'a valu le prix Varenne et qui a donné lieu à la publication de 2 ouvrages. Donc, le premier a été publié en 2019 sous le titre « Les droits des auteurs de cinéma, sociologie historique du copyright et du droit d'auteur ». Il traite des luttes entre les professions du cinéma pour l'appropriation du statut juridique d'auteur à l'aune de la question des droits d'auteur et du copyright. Le second, c'est ce livre, je le rappelle, « Qu'est-ce qu'un auteur de cinéma ? Art, pouvoir et division du travail » dont nous allons avoir le plaisir de discuter aujourd'hui. Dans cet ouvrage, tu abordes la question des mécanismes socio-historiques ayant conduit à l'attribution des films à des auteurs, notamment les réalisateurs et réalisatrices, et particulièrement même les réalisateurs. Pour ce faire, tu mobilises et croises des perspectives théoriques tout à la fois foucaldiennes, bourdieusiennes, marxiennes et beckeriennes. Cet ensemble te permet d'étudier, et je te cite, les luttes pour la définition et l'appropriation de la valeur des films, constituant un peu ta première partie, les manières de fabriquer, de faire valoir et de voir les œuvres, ainsi que les rapports sociaux de domination qui les structurent et les inégalités sociales qui en sont le corollaire. Ce que tu montres, entre autres, avec cette socio-histoire de l'auteur de cinéma retravaillé, c'est que, et je te cite de nouveau, les rapports d'exploitation symbolique entre auteurs et non-auteurs sont construits et reproduits à l'intersection des rapports de domination professionnelle, économique, culturelle, de genre et de race. En cela, ton ouvrage revêt un double intérêt. D'une part, évidemment, celui de nourrir notre connaissance des mécanismes qui concourent à la fabrication des auteurs et à la monopolisation de ce statut, et, d'autre part, de nourrir le débat public contemporain sur les violences dans le cinéma et la place qui occupe l'auteur en tant que figure dominante de la production cinématographique et de sa division du travail. Aussi, avant de rentrer plus dans le détail de l'ouvrage, pourrais-tu revenir avec nous sur la genèse de cette recherche et les bifurcations qu'elle a pu connaître ? Dès le début de ma thèse, j'ai adopté comme questionnement central dans mes recherches l'énigme de l'attribution à des individus d'un travail collectif. C'est comme ça que je posais la question de l'auteur d'un point de vue sociologique. Comment se fait-il que des films de cinéma qui sont fabriqués par des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes qui exercent des dizaines de professions différentes restent bien souvent appréciés comme les œuvres d'un individu, le cinéaste, que ce soit par une fraction du public, par des intermédiaires, voire par y compris par divers participants à la fabrique des films. Cette énigme, j'ai commencé à la traiter sous l'angle du droit, en suivant Michel Foucault, qui, dans sa conférence « Qu'est-ce qu'un auteur ?», auquel mon titre fait référence, définit la fonction auteur comme l'association de discours à un nom propre et comme une forme d'appropriation, historiquement liée au droit de propriété des livres.
Dans cette perspective, moi, je me suis intéressé au droit de propriété des films, notamment en partant d'une différence assez connue des historiens du droit et des juristes spécialisés entre le droit français et le droit américain. En France, depuis la loi de 1957, le statut juridique d'auteur est reconnu à la fois aux auteurs des œuvres adaptées, les écrivains lorsqu'il s'agit de l'adaptation d'un roman par exemple, aux différents co-scénaristes, aux compositeurs et aux réalisateurs du film. Aux États-Unis, en revanche, en vertu d'une disposition qui attribue une œuvre créée dans le cadre d'un emploi à l'employeur, le statut de propriétaire, mais aussi d'auteur d'un film, revient le plus souvent aux sociétés de production, au moins dans le cas des films produits par de grandes sociétés hollywoodiennes. Et en partant de ces différences, je me suis demandé dans quelle mesure elles reflétaient des histoires contrastées de l'auteur dans les deux pays, etc. Ou des différences nationales en termes d'attribution des œuvres. Et je me suis assez vite rendu compte que c'était pas vraiment le cas en fait, et que dans les deux pays, dans le cadre d'arènes juridiques, mais aussi sur les lieux de travail cinématographique, dans des revues de cinéma, en fait, le statut juridique et social d'auteur avait été revendiqué par plusieurs groupes professionnels qui se sont battus pour être reconnus donc, comme les seuls auteurs et propriétaires légitimes des œuvres. J'ai fait l'histoire de ces luttes de définition des auteurs et des droits des auteurs de cinéma. J'y ai consacré donc un premier livre tiré de ma thèse qui est vraiment centré sur des questions de construction, de défense et de critique des droits de propriété des auteurs de films. Mais tout en analysant le droit, il s'agissait aussi de mieux comprendre donc, plus globalement l'attribution des films à des auteurs, ses relations avec la division du travail cinématographique, avec aussi les rapports de pouvoir et de domination constitutifs de l'activité cinématographique, parce que dès l'origine, cette question de l'attribution à un individu d'un travail collectif, elle m'intéressait sous l'angle du pouvoir, de la domination, de l'invisibilisation de certains travailleurs et travailleuses, de leur dévalorisation, etc. Et dans la perspective d'analyser non pas seulement des droits des auteurs, mais l'attribution des œuvres à des auteurs. Donc j'ai, dans ma thèse et dans les années qui ont suivi, creusé l'analyse de la division du travail cinématographique et donc des rapports de classe, de genre, de race, ou encore des inégalités internationales dans lesquelles cette division du travail est imbriquée. Avant de rentrer plus en détail sur le fond de l'ouvrage, nous aimerions également revenir à toi sur la question de ton rapport au terrain, ou plus exactement à la culture cinématographique. Dans l'ouvrage, à la page 28, tu indiques explicitement ta cinéphilie en précisant, je cite, que cet ouvrage ne serait pas ce qu'il est si tu n'avais pas, en relation avec sa préparation, mené une vie de cinéphile, c'est-à-dire vu et lu tu ne sais combien de films, d'interviews de cinéastes et d'autres professionnels de critiques de films et d'autres publications sur le cinéma, et ce, aux côtés d'un cinéphile. Aussi, pour prolonger ton propos, quelle importance revêt, selon toi, le développement d'une cinéphilie importante pour étudier le cinéma, et spécifiquement, dans ta perspective, la figure de l'auteur de cinéma, et l'as-tu développée spécifiquement pour cette enquête, et a-t-elle constitué une ressource face aux enquêtés ? Alors, j'ai écrit ça avec un brin de provocation, avec en tête notamment une sociologue du cinéma dont j'estime par ailleurs le travail, mais qui une fois avait dit au café que, en gros, en tant que sociologue de l'art ou de la culture, parfois il valait mieux ne pas être trop familier des débats esthétiques internes à son objet, au risque de peiner à se distancier de ces questions indigènes, en quelque sorte. Alors, c'est potentiellement... Je comprends cette idée d'un point de vue pédagogique, sans doute, mais en même temps, moi, j'aurais plutôt tendance à penser que plus on est familier... notamment dans une perspective de sociologie historique, de l'histoire des formes esthétiques, de l'histoire des œuvres et des pratiques,
consommation, de discussion des publics et des professionnels du champ ou des champs étudiés, plus on enrichit l'analyse sociologique. Moi, ma cinéphilie, je l'ai développée en partie avant ce travail de doctorat, puis d'écriture de ce livre, mais elle a bien sûr été fortement nourrie par mes propres recherches sociologiques. Et elle a irrigué mon travail de bien des manières. Pour vous en donner un exemple, je pense que, alors d'abord, je suis un certain type de cinéphile. J'incarne pas la cinéphilie. C'est quelque chose évidemment, un rapport au cinéma très hétérogène, etc. Mais disons que je suis un spectateur qui s'intéresse au cinéma d'auteur, évidemment, sur lequel s'est beaucoup focalisé la sociologie du cinéma en France, mais aussi, il m'arrive de regarder des films grand public, comme des films expérimentaux, c'est-à-dire des formes de cinéma qui sont moins creusées, globalement, je pense, par l'historiographie et la sociologie du cinéma en France. Et une certaine familiarité avec ces autres formes de cinéma, ça m'a permis, sur la question de l'auteur, d'éviter certains raccourcis qu'on trouve dans la sociologie du cinéma français, comme l'idée, par exemple, que la valorisation des films en tant qu'œuvre d'auteur ou l'attribution des films à leurs réalisateurs serait quelque chose d'assez spécifique au cinéma d'auteur, par opposition à un cinéma grand public, un cinéma hollywoodien, voire un cinéma américain qui, eux, existeraient ou seraient valorisés autrement que via leur attribution aux cinéastes. Lisant des revues de cinéma, étant familier de différents types de films, j'ai pu rapidement, je le savais déjà, je ne sais pas, constater que un certain nombre de films grand public sont aussi valorisés comme les œuvres de leurs cinéastes. Les auteurs les plus connus au monde sont notamment des auteurs grand public, qu'on songe à Spielberg par exemple, et que donc pour expliquer ce phénomène d'attribution des œuvres à des auteurs, on gagnait donc à ne pas se focaliser exclusivement sur le cinéma d'auteur. Et de même, le cinéma expérimental, qui est vraiment un pôle du champ cinématographique qui a été très peu étudié, m'a semblé être un objet intéressant à intégrer à cet ouvrage. Et plus globalement, je dirais que les pratiques qu'on dit cinéphiles, que ce soit le fait de suivre les sorties, de lire des revues de cinéma, etc., est une grande ressource pour les sociologues du cinéma, parce qu'en lisant des interviews de professionnels, de cinéastes ou autres, on se familiarise avec non seulement les œuvres, mais avec un certain nombre d'institutions du champ cinématographique, avec des idées, des valeurs propres à ce champ d'activité. Et ça a fait partie de ma socialisation à la sociologie du cinéma. Alors, question maintenant sur la question du cadrage un peu théorique de l'ouvrage. Dans ton ouvrage, donc, tu développes ta conception analytique de l'auteur comme une institution, une structure fondamentale de l'activité cinématographique et de ses inégalités en tant que rapport d'appropriation de la valeur des œuvres. Et tu développes des perspectives concurrentes que tu vas nommer le fétichisme de l'auteur et le fétichisme du collectif. Aussi, pourrais-tu revenir sur cette opposition théorique et, avec elle, expliciter la perspective que tu développes dans l'ouvrage pour analyser le concept d'auteur ? Oui, alors, comme je le rappelle dans l'introduction de l'ouvrage, la sociologie de l'art, en tout cas, ces travaux classiques en France, que ce soit ceux de Bourdieu, de Becker ou de Raymond de Moulin, ont tous pris leur distance vis-à-vis ou contester les visions les plus individualisantes de la création artistique, celles qui voient dans les auteurs ou artistes les seules sources de valeur. Et ces différentes approches centrales dans la sociologie de l'art ont en commun donc d'analyser la production de valeurs artistiques comme un travail collectif. Mais cela étant, dans la sociologie de l'art, on retrouve des points de vue très différents
sur l'auteur et selon les travaux, selon les thèses, etc., les auteurs ou les professionnels considérés comme des auteurs ou des artistes dans les champs étudiés sont plus ou moins centraux dans l'analyse. D'une part, on a des travaux qui restent centrés sur les auteurs, qui peuvent par exemple prendre la forme d'une monographie sociologique de tel ou tel auteur, que ce soit en littérature ou en cinéma, ou des travaux qui peuvent aussi objectiver un champ au regard des trajectoires et des positions des auteurs. Alors ces travaux, ils sont évidemment intéressants. Ils ne cèdent pas toujours donc, à ce que j'appelle le fétichisme de l'auteur, qui est croire que la valeur vient essentiellement de l'auteur. Mais ce sont des travaux qui restent centrés donc, sur la fabrication, sur la production des œuvres, le plus souvent, et surtout, ce sont des travaux qui parfois ont tendance à invisibiliser ou prêter moins d'attention à différents collaborateurs et collaboratrices des auteurs et à d'autres participants à la fabrique de la valeur esthétique. Voilà, je le ferai pas dans le cadre de ce podcast, mais on le retrouvera dans mon livre, si vous voulez. Vous citez un ouvrage sociologique qui porte sur la sociologie du cinéma et où, par exemple, les monteuses, les chefs opérateurs et d'autres professions comme ça qui sont importantes dans la fabrication d'un film sont complètement absentes. À l'inverse, on a des travaux en sociologie du cinéma et dans d'autres formes de sociologie de l'art qui cèdent à l'écueil que je désigne comme le fétichisme du collectif. Alors, ce sont des travaux qui se décentrent du travail, de la figure de l'auteur pour analyser la contribution d'autres professionnels à la fabrication des œuvres. Souvent dans le but justement de montrer que la production, dans une perspective beckerienne, que la production artistique est un travail collectif, etc. Voilà, c'est souvent un objectif que se donnent certains ouvrages ou certains articles. Il y a fétichisme du collectif pour moi quand ces travaux ont tendance à voir dans l'attribution des œuvres à des auteurs une forme de prénotion ou une idéologie qui viendrait comme ça occulter le caractère collectif de la fabrication des œuvres. Quand les sociologues récusent quelque part la distinction entre auteur et non-auteur, comme si cette distinction ne structurait pas les activités artistiques. Or, pour moi, on ne peut pas se débarrasser facilement de l'attribution des œuvres à des individus, même en considérant que la création d'une œuvre est collective. Pourquoi ? Parce que le fait d'attribuer une œuvre à un auteur, c'est une opération qui, pour bien des spectateurs et bien des intermédiaires, structure la façon dont on va parler, évaluer, valoriser l'œuvre, mais aussi parce que la division du travail artistique ne serait pas ce qu'elle est, dans le cas du cinéma au moins, si certains professionnels n'avaient pas, avec succès, revendiqué le statut d'auteur et de seuls auteurs des œuvres et réduit d'autres professionnels au rang de non-auteurs. Et ce sont aussi les inégalités sociales constitutives de des activités artistiques collectives qui sont structurées par cette distinction entre les auteurs et les non-auteurs. Voilà, donc on ne peut pas simplement... Ma critique du fétichisme du collectif, elle consiste à critiquer un peu à cette démarche, voyant dans l'auteur simplement une prénotion, un phénomène dont il faudrait... une représentation indigène dont il faudrait se dépasser qu'il faudrait dépasser pour une véritable analyse sociologique des œuvres. Pour dépasser un peu ces deux écueils, je propose dans ce livre d'analyser l'attribution des œuvres à des auteurs comme une forme d'appropriation de la valeur et la distinction entre auteur et non-auteur comme un rapport d'exploitation symbolique. Pour cela, j'emprunte notamment à Foucault le concept de fonction auteur et l'idée donc, que la fonction auteur est liée à la propriété des œuvres. J'emprunte aussi à Marx la notion d'exploitation, mais croisée avec notamment le travail de Bourdieu pour envisager comment
le capital symbolique dans le monde du cinéma est concentré au profit du réalisateur et de la réalisatrice notamment, et au détriment de bien d'autres groupes professionnels. Merci. On l'a dit, avec cet ouvrage, ton objectif est d'étudier la question de l'attribution des films à des auteurs. Et pour ce faire, tu as adopté une approche à la fois transnationale et socio-historique. J'aimerais te poser une question sur le dépassement du nationalisme méthodologique. Si la France et les États-Unis constituent des espaces centraux de ton terrain, tu optes pour une approche transnationale plutôt que pour une comparaison systématique de ces deux pays. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce choix-là? Comment tu as abordé la construction et les luttes de définition des auteurs de cinéma comme un processus transnational, à la fois théoriquement et méthodologiquement? Et le champ du cinéma, est-ce que c'est transnational dès son origine? En plus, ton travail couvre une période qui dépasse un siècle. Comment tu as construit ton approche socio-historique pour étudier cette longue durée dans une perspective transnationale? En quoi cette articulation, combinaison t'a semblé utile et nécessaire? Alors ma périodisation comme mon approche comparative et transnationale ont beaucoup évolué au fil des années que j'ai consacrées à cette recherche, puisque alors j'étais parti en croyant, comme beaucoup de sociologues du cinéma, que le statut d'auteur de film avait pour origine la politique des auteurs de cahiers du cinéma et la nouvelle vague. Et c'est en étudiant la construction du droit de propriété des films, les batailles autour du droit d'auteur et du copyright, que je suis progressivement remonté jusqu'au tout début du XXe siècle, puisque l'apparition en droit du statut d'auteur s'opère dès 1908, à la suite de batailles que je pourrais évoquer plus tard éventuellement. Par ailleurs, cette codification, elle s'est opérée à l'origine en droit international, par une révision de la Convention de Berne. Et ça a été une inflexion importante de mon travail comparatif et de mon travail de construction d'objets. Je suis parti à l'origine en m'intéressant essentiellement à des différences entre les cas français et américains sans trop envisager leur relation. Mais j'ai progressivement, d'abord dans le cas du droit, pu constater que les droits des auteurs français et américains avaient été largement structurés par des batailles internationales qui avaient pour enjeu les définitions du droit international de propriété littéraire et artistique et plus généralement la répartition du pouvoir et des profits générés par l'activité cinématographique. Bon, au-delà du droit, j'ai, au fil de mes premières années de recherche, commencé à voir que cette histoire de l'auteur de cinéma, elle présentait beaucoup plus de points communs en France et aux États-Unis que peuvent le suggérer des comparaisons assez hâtives entre ces espaces nationaux. Que ce soit dans le discours des professionnels du cinéma ou parfois en sociologie du cinéma, on trouve des comparaisons franco-américaines qui comparent le cinéma d'auteur français au cinéma hollywoodien et qui insistent sur des différences entre ces cinémas. Moi, j'ai plutôt construit un objet binational qui insiste beaucoup sur la coexistence dans chacun de ces pays de différentes logiques de production des œuvres et qui présente beaucoup de points communs entre la France et les États-Unis. Par exemple, la logique de production et de valorisation du cinéma indépendant américain, en bien des points, se rapproche davantage de celle du cinéma d'auteur français que de celle du cinéma hollywoodien très grand public. Voilà. Donc une autre inflexion progressivement dans mon travail, ça a été de me concentrer un peu plus sur les homologies
entre les entités que je comparais plutôt que sur des différences. Ce qui n'exclut pas évidemment de pointer aussi des différences entre les cas français et américains. Et ensuite, donc, au-delà des batailles internationales autour du droit d'auteur et du copyright, j'ai pu constater que les luttes de définition des auteurs de films ont été structurées par un certain nombre de relations transnationales. Les auteurs, que ce soit en France et aux États-Unis, ont beaucoup été définis en référence à leurs homologues étrangers, que ce soit via la célébration de grands cinéastes étrangers, qui s'observent en France, par exemple, dès le cas de Griffith, ou via la dénonciation d'un contre-modèle hollywoodien qui serait un cinéma plus standardisé, moins autorisé, quelque part, moins personnel que le cinéma français. Et pour revenir à la question de la transnationalisation du champ cinématographique, oui, je défends que le champ du cinéma gagne à être étudié comme un champ transnational dès l'origine, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le marché du cinéma a été très tôt internationalisé et marqué par de grands rapports de pouvoir entre des industries nationales dominantes et dominées sur le marché mondial. Enfin, ce sont d'abord les entreprises françaises, puis des entreprises américaines qui se sont développées en position dominante sur un marché mondial. Ensuite, la force de travail et la division du travail cinématographique a été structurée par des migrations de travailleurs, que ce soit pour des raisons économiques ou pour des raisons politiques, mais aussi par des circulations d'idées, de capitaux, qui ont vu des professionnels français, par exemple, s'inspirer de la manière dont les films étaient fabriqués aux États-Unis et réciproquement. Division du travail en France a été structurée aussi, par exemple, par l'existence de studios hollywoodiens délocalisés en France et en Europe. Et les instances de consécration aussi, où se sont rapidement développées sous forme de revues qui prêtaient beaucoup d'attention au cinéma étranger, puis sous forme de festivals internationaux, etc. Donc, que ce soit dans le cas du cinéma d'auteur en particulier, rapidement, ou en tout cas assez rapidement, les instances de consécration parmi les plus importantes ont été des festivals internationaux. Et pour ces différentes raisons, la production de valeur cinématographique a très tôt été structurée par un ensemble de dépendances, de relations transnationales, voilà, qui ont été essentielles dans la construction même du cinéma comme un art et en particulier dans la construction du statut d'auteur. On a déjà commencé à l'aborder avec les questions précédentes, mais est-ce que tu peux revenir plus largement sur ta démarche d'enquête et sur le corpus de matériaux très dense que tu as produit pour construire cette analyse? Comment tu l'as délimité? Alors, c'est effectivement une recherche qui mobilise des méthodes et des matériaux assez variés, que ce soit des méthodes quantitatives ou qualitatives. Alors ça tient à plusieurs raisons. Notamment, c'est un travail qui, dès l'origine, portait à la fois sur des batailles juridiques et sur la division du travail artistique, ce qui m'a amené à mobiliser des sources ou à enquêter auprès de professionnels assez différents. Et un peu disons, aller au-delà peut-être de la division du travail entre sciences politiques et sociologie de l'art, qui conduit beaucoup de collègues à se concentrer soit sur les politiques culturelles, par exemple, soit sur le travail artistique. Donc moi, j'étais un peu à cheval entre les deux. Et puis, progressivement aussi, c'est une recherche qui s'est étendue de la production des œuvres à leur médiation, à leur réception, ce qui a impliqué aussi de croiser différentes méthodes, puisque j'ai mobilisé, j'ai conduit notamment une analyse lexicométrique d'un assez vaste corpus de critiques amateurs moissonnés en ligne.
Voilà. Parmi les références théoriques qui ont un peu structuré mon travail de terrain, il y a Andrew Abbott qui distingue plusieurs arènes des luttes de jurisdiction entre les professionnels, entre les professions intellectuelles notamment. Et ces arènes sont en gros à le suivre l'État, les lieux de travail et les médias. Et ça, c'est, disons, un découpage qui a orienté à l'origine mes recherches, donc, qui m'ont amené à enquêter à la fois sur la fabrication des œuvres, sur la manière dont le travail cinématographique était représenté dans les revues de cinéma en particulier, mais aussi dans les revues juridiques, et puis à enquêter sur des négociations juridiques, des arènes syndicales, etc. Alors, à présent, nous allons rentrer plus directement dans le développement de l'ouvrage. Dans la première partie du livre, tu reviens sur la sociogenèse du statut d'auteur de cinéma et de sa définition. Et dans ton premier chapitre, à rebours un peu de cette histoire des vainqueurs qui naît de la nouvelle vague, avec notamment l'écriture sous l'action des réalisateurs, tu t'attelles à montrer dans ce premier chapitre que dès les années 1910 s'observe une lutte définitionnelle de l'auteur de cinéma entre les prétendants à ce statut, lutte que tu identifies comme étant au cœur de la dynamique d'affirmation du cinéma comme art et de la jeunesse de l'auteur de cinéma, contribuant également à forger la différenciation entre valeurs esthétiques et commerciales des films, notamment par les emprunts aux autres champs culturels. Alors, est-ce que tu pourrais revenir sur cette lutte définitionnelle de l'auteur de cinéma entre les prétendants à ce statut, en spécifiant les groupes concernés et les définitions concurrentielles impliquées? Et dans cette perspective, pourrais-tu également expliciter comment ces luttes entre eux aspirants, notamment par leurs emprunts aux autres champs artistiques, ont contribué à autonomiser et à structurer le champ cinématographique en France et aux États-Unis, mais aussi à forger la notion d'auteur de cinéma? Oui, eh bien, alors, le statut d'auteur a été revendiqué principalement dès les années 1910, à la fois par des écrivains et des scénaristes, qui furent les premiers à être valorisés comme les auteurs des films par des sociétés faisant le commerce des adaptations de livres et de pièces. Donc voilà une première catégorie de prétendants au statut d'auteur, donc les écrivains et les scénaristes. Mais ce statut a été aussi revendiqué dès les premières décennies du cinéma, donc par des metteurs en scène et par des producteurs. Et chacun de ces groupes professionnels a revendiqué donc une forme de monopole du statut d'auteur au nom de visions différentes du cinéma, de la division du travail cinématographique et des relations entre le cinéma et d'autres arts. Pour le dire assez rapidement, les écrivains et scénaristes ont défendu une vision du cinéma comme mise en image de leurs écrits. Ils considéraient la fabrique du film même comme une forme d'exécution de leur scénario ou de représentation de leur pièce, par exemple. Mais ces écrivains et scénaristes ont rapidement, eux aussi, défendu l'idée qu'il fallait une écriture spécifiquement cinématographique. Qu'écrire pour le cinéma n'était pas comme écrire un livre ou écrire une pièce, qu'il fallait aussi maîtriser une forme de grammaire propre au cinéma, savoir écrire de façon à prévoir des gros plans, par exemple, et voilà. Donc ce sont les prétendants au statut d'auteur qui se définissaient comme des auteurs en s'inspirant le plus, en s'appuyant le plus sur le modèle de la littérature et du théâtre, mais en revendiquant une écriture spécifique. Les metteurs en scène, quant à eux, ont beaucoup rejeté ces comparaisons entre cinéma et littérature et théâtre, en insistant sur le caractère visuel du médium, en définissant le cinéma comme un art du mouvement, et en se comparant davantage à des écrivains ou des compositeurs de l'image. Ils ont notamment inventé des noms de métiers qui les différenciaient des metteurs en scène de théâtre,
auxquels les réduisaient les écrivains et les scénaristes. Enfin, les producteurs, ce sont les prétendants au statut d'auteur qui se sont distingués en définissant le cinéma comme un art collectif. Les scénaristes, les metteurs en scène avaient tendance plutôt dans leur discours sur leur métier, sur les films, à invisibiliser beaucoup de professionnels du cinéma, comme les caméramans, comme les monteurs et monteuses, etc. Les producteurs, eux, insistaient beaucoup sur le caractère collectif de la fabrication des films, en expliquant qu'à la différence de la littérature, de la peinture, le cinéma était un art collectif qui mobilisait de nombreux professionnels aux compétences spécifiques, pouvant exprimer leurs talents, etc. Mais de leur point de vue, tel qu'ils le défendaient les porte-paroles d'organisations de producteurs, pour que ce travail collectif existe et soit bien mené, il fallait que le producteur investisse, mais aussi coordonne ce travail collectif d'une façon à assurer une production d'œuvres de qualité, quoi. Et la métaphore qui était prisée par les producteurs, c'était celle du chef d'orchestre. Voilà. Donc chacun de ces prétendants au statut d'auteur, donc écrivain, scénariste, réalisateur, producteur, chacun de ces groupes a défendu l'idée que le cinéma était un art original, distinct des autres, doté d'une valeur spécifique, mais ils défendaient et ils construisaient tous leurs prétentions au statut d'auteur via de nombreuses comparaisons entre le cinéma et d'autres arts et d'autres activités culturelles. Ce qui est un phénomène qu'on retrouve dans l'artification ou la genèse d'autres activités artistiques, hein, ces comparaisons entre une activité nouvelle et des activités plus anciennement reconnues comme artistiques. Et je pense que et je peux rappeler que après la construction, ou parallèlement à la construction du statut d'auteur des réalisateurs, ce sont ensuite les metteurs en scène de théâtre, par exemple, qui se sont appuyés sur la reconnaissance des metteurs en scène de cinéma pour faire valoir leur propre autorialité, ou en tout cas pour revaloriser leur propre activité par rapport à celle des auteurs des pièces. Voilà. Je pourrais ajouter aussi que ces prétendants au statut d'auteur avaient des visions assez antagonistes des relations entre la valeur artistique et symbolique des œuvres. On trouvait parmi eux des écrivains, des scénaristes, des metteurs en scène, parfois même des producteurs, qui considéraient que les bons films n'étaient pas ceux qui forcément rapportaient le plus d'argent, et que pour créer une bonne œuvre, il fallait pouvoir créer de façon en s'affranchissant un peu des attentes du grand public ou des attentes des professionnels les plus enclins à la quête de profits financiers immédiats, etc. Et on trouvait même dès les années 20 des partisans d'un cinéma pur, d'un cinéma d'avant-garde, totalement affranchi des contraintes de marché. Mais on trouvait aussi, parmi les prétendants au statut d'auteur, des partisans d'un cinéma comme un art démocratique, dont la valeur se mesurait à la taille du public, et qui rejetait, disons, ce qu'ils voyaient comme un snobisme de critiques ou de professionnels ayant tendance à dévaloriser les goûts du grand public, quoi. Voilà. Donc, mon premier chapitre montre aussi que dans ces luttes de définition des auteurs de cinéma et dans les batailles pour la construction d'un art cinématographique, on trouvait des visions antagonistes des relations entre l'art et l'argent. La période des années 60 et le passage aux années 70 me paraît très intéressante. Dans les années 60, comme tu le montres dans le chapitre 2, des réalisateurs se mobilisent pour défendre leur statut d'auteur, et cette mobilisation rassemble une grande majorité, une grande diversité de cinéastes de tous les pôles du genre cinématographique. Mais en même temps, toujours dans les années 60, l'appropriation du statut d'auteur par le réalisateur suscite des résistances sous des formes variées, principalement du côté du cinéma indépendant et expérimental.
Et ce que ton travail montre de façon très convaincante, c'est que ces contestations ne sont pas propres au champ cinématographique, mais elles se construisent en relation avec d'autres champs culturels et artistiques. Et puis, comme tu le montres dans les chapitres 7 et 8, c'est aussi la période où émergent des contestations féministes et anticolonialistes de l'auteur de cinéma. On y reviendra. Pourtant, tout cela aboutit, pour reprendre ta formule, à une révolution symbolique manquée. Est-ce que tu peux revenir sur ces contestations de l'auteur du cinéma à cette époque, en particulier sur la manière dont elles se construisent dans les relations entre plusieurs champs culturels et comment tu situes ces contestations, ces critiques par rapport à des conditions extérieures au champ culturel, notamment la conjoncture politique et idéologique des années 60 et 70? Alors, ce chapitre, donc, il fait partie de la première partie de mon livre, où j'analyse à la fois les luttes de définition des auteurs, mais aussi des relations interchamps. Relations entre le champ cinématographique et d'autres champs culturels et des champs politiques et juridiques. Relations qui sont assez souvent un peu à l'arrière-plan ou moins creusées par la sociologie, que ce soit du cinéma ou d'autres disciplines artistiques qui se focalisent généralement sur les relations internes à un champ. Et alors, je montre dans ce livre que l'émergence du statut d'auteur a été fortement déterminée par les relations entre l'activité cinématographique et d'autres champs littéraires et artistiques, puisque ce statut d'auteur a été importé d'autres champs via des adaptations littéraires, via l'embauche d'écrivains déjà reconnus pour écrire des scénarios de films et via des batailles autour des droits des auteurs de différentes disciplines artistiques. Mais donc dans le chapitre suivant, j'explique aussi que les contestations du statut d'auteur, elles aussi, ont été en partie importées ou adaptées d'autres champs culturels. Alors, on sait que 68 en France est un moment central dans le développement de discours critiques vis-à-vis du statut d'auteur et en particulier des hiérarchies professionnelles du cinéma. Dans ce livre, je décentre un peu l'analyse de l'émergence des critiques du statut d'auteur du seul moment 68, parce que je montre que dans le cas américain en particulier, ces critiques de l'attribution des œuvres à des individus ou la défense d'une vision du cinéma comme création plus collective, on les retrouve donc avant ce moment 68 et de la part de cinéastes, notamment de cinéastes d'avant-garde, qui s'appuyaient beaucoup sur les pratiques d'artistes d'autres champs. C'est notamment dans le champ des arts plastiques, avec des mouvements comme Fluxus, ou dans la musique, avec des créateurs comme John Cage et d'autres. Voilà, je fais pas non plus une recension, un recensement exhaustif de toutes les formes de contestation de l'appropriation des œuvres, mais en tout cas, ce moment des années 60, avant même 68, voit fleurir comme ça des critiques de la propriété des œuvres, dont se sont inspirés des cinéastes qui, bien souvent, étaient très familiers des développements d'autres formes d'art, à la faveur notamment de leur positionnement à l'avant-garde, disons, du champ cinématographique. Reste que ce moment de contestation de la propriété des œuvres, de l'attribution des films à des auteurs des années 60 et 70 a été aussi largement déterminé par la politisation de beaucoup de travailleurs, de critiques, de cinéastes, dans le cadre de luttes anticapitalistes, anti-impérialistes, mais aussi dans le cadre de luttes féministes.
Voilà. J'étends l'analyse de la critique de l'auteur de cinéma, non pas seulement au moment 68, mais aussi au développement d'un cinéma de collectif féministe dans les années 70 et aux prises de position d'un certain nombre de cinéastes anticolonialistes d'Amérique du Sud sur lesquels on pourra revenir plus loin. Après avoir dressé, on peut même dire redressé, l'histoire de la jeunesse du statut d'auteur de cinéma et du champ cinématographique, tu t'intéresses dans une deuxième grande partie aux mécanismes par lesquels ce statut d'auteur de cinéma produit et reproduit des manières de fabriquer, de faire valoir et de voir les œuvres. Dans le chapitre 3, notamment, tu défends qu'il faille analyser comment la répartition du travail, des postes et des formes de contrôle du travail collectif est structurée par la construction du statut d'auteur. Dans cette perspective, pourrais-tu revenir d'une part sur comment certaines professions se sont retrouvées en capacité à prétendre au statut d'auteur et d'autre part sur comment la construction du statut d'auteur dans les années 1920-1950 a structuré la répartition du travail, des postes et des formes de contrôle du travail collectif entre les professions du cinéma. Dans le premier chapitre que je consacre au rapport de production des œuvres, qui se focalise sur le cinéma, l'époque du cinéma classique, donc plutôt les années 20 aux années 50, je dialogue essentiellement avec l'approche par Howard Baker de la distinction entre les artistes et le personnel de renfort. C'est-à-dire les professionnels qui participent à la création des œuvres sans être reconnus comme des artistes, quoi. Du point de vue de Baker, cette distinction entre les artistes et le personnel de renfort, il s'agit à la fois d'une représentation qui est l'objet de débats. Voilà, il évoque le fait que voilà, dans les mondes de l'art, différents professionnels peuvent se prétendre artistes, mais que seulement certains d'entre eux sont reconnus comme tels. Donc c'est quelque part une approche en partie relativiste de la distinction entre auteur et non-auteur. Et en même temps, il fonde cette distinction dans la répartition du travail. Il explique que les auteurs ou les artistes auraient en commun, disons, des tâches qui leur permettent d'exprimer leur talent. Tandis que le personnel de renfort serait plus interchangeable, aurait moins d'influence sur la forme des œuvres et pourrait moins faire varier, disons, la valeur esthétique de l'œuvre ou artistique de l'œuvre finale en fonction de son talent. Alors, donc, à la suite de Baker, donc j'accorde beaucoup d'attention donc à l'étude des représentations, hein, comme je l'ai dit, à l'étude des luttes de définition des auteurs, mais je rapporte aussi donc la distinction entre auteur et non-auteur à la répartition du travail. J'évoque le fait que voilà, les professionnels qui ont prétendu être les auteurs des films se distinguaient notamment par des tâches moins standardisées, plus diversifiées, éventuellement plus individualisables aussi, personnalisables que celles de bien d'autres professions du cinéma et d'autres professions subalternes. Mais j'explique aussi que cette distinction entre auteur et non-auteur, elle se fond sans doute moins sur la différenciation des tâches que sur des formes de contrôle du travail collectif. Ça, c'est une des propositions peut-être théoriques importantes de ce chapitre. C'est de considérer que ce qui fonde les prétentions au statut d'auteur et ce qui fonde aussi la reconnaissance de certains professionnels comme des auteurs, c'est moins, disons, les tâches qu'ils font elles-mêmes que leur capacité à contrôler le travail des autres professionnels avec lesquels ils collaborent. Et j'explique que ces formes de contrôle, elles sont variées. Et elles ne se réduisent pas à l'autorité du metteur en scène, à laquelle certains travaux, que ce soit en histoire ou dans d'autres disciplines, tentent à réduire, si vous voulez, le statut d'auteur du cinéaste. Chaque prétendant au statut d'auteur faisait valoir des formes de contrôle du travail collectif
Donc les metteurs en scène et les producteurs ont beaucoup fait valoir leur autorité, mais les scénaristes ont fait valoir le fait que leur scénario leur permettait de contrôler, si vous voulez, de planifier le travail postérieur des différents fabricants du film. Les formes de contrôle du travail collectif impliquent aussi le pouvoir de sélectionner, d'apparier les différents collaborateurs et collaboratrices. Une manière de contrôler le travail collectif, ça a été aussi de cumuler certains postes dans la division du travail cinématographique. On observe notamment que dès cette période du cinéma classique, les luttes de définition des auteurs, plus généralement les luttes de pouvoir entre les professionnels du cinéma, sont traduites par le cumul de plusieurs statuts par des professionnels étant à la fois scénaristes ou co-scénaristes de leurs films, réalisateurs, parfois producteurs, etc. Voilà. Dans ce chapitre, donc, j'analyse aussi non pas seulement comment des rapports de production fondent des prétentions au statut d'auteur, mais aussi comment les luttes de définition des auteurs ont structuré la division du travail cinématographique. Ces luttes de définition des auteurs, l'existence d'un statut juridique d'auteur et d'un statut social d'auteur, la croyance qu'un film pouvait avoir un auteur et un seul, ont contribué notamment à la concentration du pouvoir et des formes de contrôle du travail collectif, donc au profit des metteurs en scène et des producteurs. Elles ont contribué donc au cumul de différents postes, à la valorisation aussi de certaines fonctions qui permettaient de contrôler la forme finale des films, comme le montage, etc. Justement, tu commences à y répondre, à l'anticiper dans la fin. Dans ce schéma d'ensemble, comment toi tu expliques la victoire spécifique quand même des réalisateurs, alors particulièrement en France, pour la monopolisation de ce statut d'auteur, et non singulièrement en France? Je ne pense pas que ce soit si propre à la France que tu suggères dans ta question. On y reviendra, mais c'est... dans le cinéma indépendant américain ou le cinéma dit d'auteur ou indépendant d'autres pays n'est pas moins valorisé comme l'œuvre des cinéastes que dans le cas français. Enfin, voilà. En tout cas, je m'inscris un peu en faux contre cette idée que le statut d'auteur, du réalisateur-auteur, serait quelque chose d'assez spécifique à la France. Alors, je défends que ma réponse à cette question, en fait, c'est donc expliquer pourquoi finalement les réalisateurs l'ont emporté face à d'autres prétendant au statut d'auteur. C'est le livre entier, en fait. Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Et je conteste ce récit un peu simpliste qui considère simplement que voilà, un certain nombre d'auteurs, les réalisateurs, ont à partir de la nouvelle vague, monopolisé le pouvoir en imposant leur volonté artistique à leurs collaborateurs. Dans ce livre, je défends qu'il faut, pour comprendre un peu donc, ce phénomène de concentration du capital symbolique au profit des cinéastes, il faut étudier ces luttes de définition des auteurs dont je vous ai parlé, les rapports de production, mais aussi les rapports de valorisation des œuvres sur lesquelles on va venir, donc le travail de différents intermédiaires, notamment des critiques qui, tôt au XXe siècle, ont commencé à valoriser les films comme les œuvres de leurs cinéastes. Et il faut aussi examiner des rapports de genre, de classe, de race, etc., qui ont pu contribuer à la dévalorisation d'autres professionnels. Donc, voilà. J'ajouterai aussi quand même un point sur lequel je passe assez rapidement dans l'ouvrage, mais qui me paraît assez important, c'est que le capital symbolique va au capital symbolique et que les réalisateurs ont bénéficié d'une forme d'effet Mathieu à l'échelle d'une profession entière. De petites inégalités de pouvoir et de reconnaissance entre les prétendants au statut d'auteur des premiers temps du cinéma se sont considérablement creusées au fil des années et des décennies, notamment parce que
à mesure que des critiques commençaient et d'autres intermédiaires et spectateurs commençaient à apprécier les films en tant qu'œuvre de leur réalisateur, il devenait de plus en plus facile, évident pour d'autres spectateurs, pour d'autres intermédiaires d'adopter et de mettre en œuvre cette fonction d'auteur. À mesure que se construisait un public ayant l'habitude d'attribuer les films à leurs réalisateurs, eh bien les réalisateurs gagnaient aussi du pouvoir sur leur lieu de travail et étaient davantage en mesure d'imprimer leur style, leurs idées sur les films. Et voilà, donc c'est les rapports de pouvoir dans le cadre de la production des films ont été très liés au processus de médiation, de valorisation des films, de construction d'un public familier des auteurs. Et ces inégalités de reconnaissance se sont progressivement creusées au point qu'il est difficile pour des critiques aujourd'hui, même pour ceux qui sont conscients que leur habitude d'attribuer des films aux cinéastes implique des formes d'invisibilisation, de dévalorisation d'autres professionnels. Il est très difficile de développer d'autres manières de voir, de commenter les films, parce que une fraction du public, et notamment les intermédiaires, sont socialisés, habitués, en quelque part intériorisés cette habitude de valoriser les films en tant qu'œuvre de leur cinéaste. Voilà une réponse courte, sachant que ma véritable réponse à cette question, donc c'est, on l'aura compris, le livre entier. Ce qui nous invite à regarder le livre en entier par ailleurs. Dans le chapitre 4, donc le chapitre suivant, tu t'intéresses également aux différentes formes et niveaux de centralité de ce statut, selon les pôles qui composent et structurent le champ cinématographique. Tu distingues notamment 3 pôles pour lesquels tu identifies entre autres des places et conceptions différentes des cinéastes. Il s'agit du pôle grand public, indépendant et expérimental. Pourrais-tu revenir sur cette structuration du champ cinématographique et sur l'effet de l'inscription différenciée dans ces différents pôles sur la place et la définition de l'auteur de cinéma? En distinguant ces 3 pôles du champ cinématographique, j'ai voulu aller un peu au-delà de visions qui me semblent réductrices de la structure du champ cinématographique, qui limite celle-ci à, disons, la coexistence et la concurrence entre, d'une part, un cinéma grand public ou commercial, et d'autre part, un cinéma d'auteur ou indépendant. Opposition qu'on retrouve dans des travaux de sociologie du cinéma, d'approches théoriques très variées, que ce soit dans la sociologie bourdieusienne ou dans d'autres recherches. Bien souvent, la sociologie du cinéma, au moins en France, a laissé de côté donc cet espace qui est celui du cinéma expérimental, qui pourtant est l'espace qui présente beaucoup de points communs, d'homologie avec ce que Pierre Bourdieu a conceptualisé comme les pôles de production restreinte des champs culturels. Parce que notamment la valeur esthétique des films expérimentaux se construit en opposition avec les normes du cinéma grand public ou du cinéma d'auteur. C'est au pôle du cinéma expérimental que les valeurs de désintéressement et l'opposition entre l'art et la quête de profit économique est la plus marquée, au point que un spécialiste de ce cinéma expliquait qu'il est presque illégal pour un cinéaste expérimental de gagner de l'argent. Et ce cinéma expérimental, au-delà de son intérêt propre, mérite d'être intégré à l'étude de la structure du champ cinématographique dans son ensemble, puisqu'il exerce un certain nombre d'effets aussi sur d'autres pôles du champ cinématographique, en tout cas celui du cinéma d'auteur. Parce qu'il existe des cinéastes qui sont un peu en position intermédiaire ou qui ont circulé entre ces espaces, parce que les professionnels du cinéma peuvent, au cours de leur formation, de leur pratique cinéphile, consommer aussi bien du cinéma d'auteur que du cinéma expérimental, etc. Voilà. Donc, j'ai aussi intégré à l'analyse ce cinéma expérimental parce que c'est un des espaces où
on observe le plus de contestation du statut d'auteur et de la propriété des films. Contestation qui m'intéressait pour mieux comprendre non seulement la division du travail, mais aussi cette question de la propriété des œuvres. Par ailleurs, donc au-delà de cette vision du champ cinématographique comme marquée par l'existence de ces 3 sous-champs, ce cinéma grand public, cinéma d'auteur, cinéma expérimental, donc dans ce livre, j'analyse les logiques de construction des auteurs dans ces différents sous-champs, avec l'idée que l'attribution des films à des auteurs n'est pas un phénomène spécifique au cinéma d'auteur, mais qu'on la retrouve sous des formes contrastées dans le cas du cinéma grand public, du cinéma d'auteur, du cinéma expérimental. Pour aller vraiment très vite, en gros, dans le cas du cinéma grand public, les rapports de pouvoir entre les réalisateurs et d'autres professions dominantes sont plus équilibrés, en quelque sorte, que dans le cas du cinéma d'auteur. L'autorité du réalisateur et le travail du réalisateur est souvent davantage circonscrit au plateau de tournage. Cette autorité est davantage contestée par celle de producteurs ou d'acteurs stars. Les réalisateurs disposent moins souvent du final cut, qui peut leur être davantage contesté par les producteurs, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Et ce cinéma grand public peut être valorisé au regard des noms et des œuvres des cinéastes, mais il est aussi valorisé ou davantage valorisé à l'aide d'autres principes de classement, comme le genre, l'inscription des films dans des franchises, etc. D'autres professionnels que les réalisateurs sont davantage valorisés aussi. On le voit bien sur les affiches de films ou dans les bandes annonces qui font valoir, qui par exemple dans le cas des films d'horreur vont préciser que le film a été fabriqué par les producteurs de Conjuring ou d'autres films, quoi. Voilà. Le cinéma d'auteur, lui, par comparaison avec le cinéma grand public, donc se caractérise par une autorité moins contestée du réalisateur, mais aussi l'extension de son travail de la scénarisation au montage, l'extension de son pouvoir. Ce sont aussi des films qui, par différents intermédiaires, que ce soit les critiques ou les salles de cinéma d'art et essai, sont davantage valorisés en tant qu'œuvre de leur cinéaste, quoi. Le classement et l'évaluation des films via la fonction auteur prime davantage sur d'autres principes de classement et d'évaluation comme le genre. Et enfin, dans le cas du cinéma expérimental, donc le cinéma expérimental est peut-être le cinéma le plus autorisé, au sens où les spectateurs de ce cinéma, parce qu'ils sont les plus sélectionnés socialement, les mieux dotés en capital culturel, sont les plus familiers des noms d'auteurs, les plus habitués à apprécier les films en les situant dans l'œuvre plus globale d'un cinéaste, en comparant les auteurs, etc. Et c'est aussi un cinéma où le travail est largement monopolisé par les cinéastes, puisque c'est un cinéma qui est produit à très faible coût, via une forte réduction du personnel cinématographique. Et c'est un cinéma qui est produit dans des conditions qui s'apparentent davantage, si vous voulez, aux arts dits individuels, qu'aux arts plus collectifs. Dans le chapitre suivant, tu quittes un peu la question de la production pour aller du côté plutôt de la réception, notamment à travers la question de la diffusion de la fonction auteur du côté des publics et des formes diversifiées qu'elle peut revêtir. Alors, à ce sujet, une première question. Pourrais-tu revenir sur les mécanismes sociaux et les agents qui ont contribué à disséminer cette fonction auteur et son modèle de classement auprès des publics de cinéma dans le temps long, en précisant notamment auprès de quel public plus particulièrement? Donc, comme j'ai expliqué, vraiment le travail de différents intermédiaires a été essentiel dans la construction du statut d'auteur, de la distinction entre auteur et non-auteur. Ce sont d'abord des critiques qui ont commencé à valoriser les films, à les apprécier comme les œuvres
d'auteurs en les attribuant rapidement à leur metteur en scène davantage qu'à d'autres professionnels. Ces usages de la fonction auteur par les premières générations de critiques, donc dès les années 10, 20, 30, s'expliquaient notamment par le fait que un certain nombre de ces critiques avaient été formés à la critique d'autres œuvres littéraires et artistiques, donc avaient acquis l'habitude de classer, d'apprécier les films en les associant, les œuvres en les associant à des noms d'auteurs ou d'artistes. Pour les critiques, prendre le parti des metteurs en scène, ça a été aussi une manière de faire valoir l'originalité de ce médium cinématographique, de se distinguer de critiques de théâtre qui avaient tendance à beaucoup dévaloriser le cinéma au regard d'adaptations jugées mauvaises ou trop infidèles, de scénarios jugés comme ayant peu de valeur littéraire ou narrative, etc. En prenant le parti des metteurs en scène, des critiques de première génération donc ont pu vraiment faire valoir le caractère original et le caractère d'art visuel de cet art cinématographique. Ils ont été et ils sont toujours les intermédiaires parmi les plus importants dans la dissémination des usages de la fonction auteur, donc dans la construction de publics familiers des noms d'auteurs ayant l'habitude d'attribuer les films à leurs réalisateurs et réalisatrices, mais ils ne sont pas les seuls intermédiaires impliqués dans ce processus. Très tôt, les salles qui sont aujourd'hui qui sont les ancêtres des salles d'art et essai d'aujourd'hui, se sont distinguées à travers des pratiques comme des rétrospectives ou des formes de médiation via des ciné-clubs ou autres qui faisaient valoir donc, les films comme les œuvres de leurs réalisateurs. Et progressivement, à mesure que des intermédiaires du cinéma se sont diversifiés, qu'ont émergé d'autres diffuseurs aussi que les salles, les chaînes, que ce soit les chaînes de télévision ou les plateformes aujourd'hui, on a vu coexister, disons, du côté de la diffusion des films, un pôle grand public avec un pôle plus auteuriste qui utilise davantage le nom d'auteur pour valoriser les films, qui programme, qui diffuse davantage les œuvres en fonction de la réputation des cinéastes, qui met davantage en valeur la parole des cinéastes, que ce soit à travers des interviews ou sous d'autres formes, etc. Donc la différenciation d'un pôle grand public moins autorisé, mais où malgré tout on observe des usages de la fonction auteur, et un pôle du cinéma d'auteur ou du cinéma expérimental où les noms d'auteurs sont plus omniprésents, disons, dans l'appréciation des films, repose aussi sur la différenciation d'intermédiaires plus ou moins autoristes, quoi. Voilà. On va maintenant discuter plus particulièrement sur des rapports de classe, de genre, de race et de nationalité qui sont au cœur de la troisième et la dernière partie du livre. Tu analyses que le statut d'auteur a été, dans la première moitié du XXe siècle, largement approprié par des individus issus des classes supérieures. Je me demandais si, même si tu ne l'abordes pas directement dans ton livre, des entretiens avec des professionnels du cinéma ou d'autres matériaux que tu as étudiés t'ont permis d'identifier des pistes concernant la période contemporaine. Dans ce livre aussi, à l'aide de données quantitatives, donc j'examine la stratification économique du monde du cinéma français. Je rappelle que collectivement, les cinéastes, à la faveur notamment de leur statut d'auteur, occupent une position économiquement dominante.
sont mieux payés pour chaque film que la très grande majorité de leurs collaborateurs et collaboratrices, et pour ceux qui rencontrent le plus de succès, eh bien évidemment accumulent beaucoup de richesses et de capital sous différentes formes. Ce que j'ai observé au début du siècle et ce qu'on observerait encore aujourd'hui, c'est la forte sélectivité sociale du métier de cinéaste. Ça, comment dire, on sait par exemple que il n'y a qu'1% de réussite au concours d'entrée à la FEMIS, et le documentaire de Claire Simon montre aussi comment, au moins il y a quelques années, les candidats et candidates des parcours réalisation étaient beaucoup évalués, non pas seulement au regard de leur projet artistique, mais aussi de leur ethos de classe, on va dire, pour aller vite. On observerait facilement la persistance de formes de mépris de classe dans différents lieux de travail cinématographiques, et notamment lors des tournages. Après, je pense que par rapport au début du XXe siècle, où j'ai montré que la hiérarchie de prestige entre les professions du cinéma s'appuyait beaucoup sur la distance sociale entre les prétendants au statut d'auteur et d'autres professionnels beaucoup moins bien payés, d'origine sociale beaucoup moins élevée, etc. Par contraste avec cette période-là aussi où le rang dans la hiérarchie interprofessionnelle était beaucoup corrélé à la richesse, au niveau de rémunération des professionnels. Aujourd'hui, la hiérarchie professionnelle est beaucoup plus institutionnalisée. Elle dépend moins, quelque part, directement de cette position dans les rapports de classe. Elle est institutionnalisée dès la formation. La hiérarchie professionnelle est déjà présente dans les écoles de cinéma. Elle est institutionnalisée aussi par l'intermédiaire des politiques culturelles, qui contribuent, au moins en France, à reproduire la position dominante du réalisateur dans le cadre de la fabrication et la valorisation des films. Pour ces raisons, parce que aussi l'habitude d'attribuer les films aux cinéastes est plus répandu parmi les spectateurs. Je dirais que le prestige, le pouvoir des cinéastes dépend moins de leur position de classe, peut-être, que pendant les premières décennies. Oui. Merci. Ce qui n'empêche pas que le monde du cinéma reste traversé par des rapports de classe et des inégalités, de profondes inégalités économiques, et des luttes de classe très violentes, où des cinéastes, au moins une fraction d'entre eux, font valoir leur statut d'auteur, notamment pour contester les revendications de leurs collaborateurs autour du droit du travail, comme je l'ai analysé dans un de mes chapitres. Dans le chapitre 7, tu montres comment les rapports de genre participent à la construction du statut d'auteur, mais aussi à sa critique et à sa relative démasculinisation. Dans le monde du cinéma, dès les années 50, on voit apparaître diverses formes de contestation féministe anti-autoriste. Mais on observe aussi d'autres formes de mobilisation qui, au contraire, défendent la notion d'auteur, que ce soit du côté de la création, de la médiation ou de la réception, et qui rejoignent en cela la conception dominante dans le champ. Est-ce que tu peux nous parler de cette défense du statut d'auteur par des critiques féministes et femmes cinéastes ? Comme je le montre dans le chapitre auquel tu fais référence, le statut d'auteur a d'abord été construit à l'aide de discours et de pratiques sexistes. Les prétendants au statut d'auteur, au moins certains d'entre eux, se sont beaucoup fait valoir au regard de leur virilité,
en dévalorisant leurs collaboratrices, en faisant valoir, par exemple, la direction d'acteurs et d'actrices comme un rapport de domination masculine, etc. Autant d'usages du genre qui ont participé à la fois à la construction du statut d'auteur des réalisateurs et à l'exclusion durable des femmes du métier d'auteur. Et je montre ensuite que quand se développe le mouvement féministe dans le champ cinématographique à partir des années surtout 70, émergent d'emblée des attitudes antagonistes vis-à-vis de l'attribution des films aux cinéastes. La revue Women and Film, que j'ai étudiée, qui est la première revue qui se définit aux États-Unis comme une revue féministe de cinéma, commence dès ses premiers numéros à présenter la distinction entre auteur et non-auteur comme une forme d'idéologie, comme qui serait source d'oppression et qui se traduirait notamment par l'invisibilisation du travail de nombreux travailleurs et travailleuses. Et dans cette revue, on trouvait non seulement des discours critiques vis-à-vis de la hiérarchie professionnelle, mais aussi des pratiques de la critique qui contrastaient avec celles des critiques masculins de l'époque, notamment dans leur manière d'objectiver des représentations cinématographiques des rapports de genre qu'on retrouvait de film en film, par-delà les spécificités du style de tel ou tel cinéaste. Mais ces critiques féministes anti-auteuristes, de même que les collectifs de cinéma féministes qui se développent en France et aux États-Unis dans les années 70, ont vite rencontré les critiques d'autres critiques de cinéma féministe et de réalisatrices qui ont, elles, défendu le statut d'auteur, qui ont défendu la valorisation des films en tant qu'œuvre de cinéaste, comme une manière notamment de faire valoir le travail de cinéastes femmes, comme une manière aussi d'objectiver certaines représentations du genre ou certaines formes de sexisme des films. La comparaison des œuvres de différents auteurs a servi aussi à conceptualiser le male gaze, qui est un concept central de la critique féministe. Mon livre ne propose pas là une analyse systématique de l'espace de la critique et de la pensée féministe sur le cinéma. Ce que je peux dire rapidement là-dessus, c'est que on voit toujours coexister aujourd'hui dans la critique, parmi les critiques qui se revendiquent féministes, des points de vue assez antagonistes vis-à-vis de l'auteur, enfin de l'attribution des œuvres à des auteurs, avec des critiques, sans donner de nom, hein, qui défendent la politique des auteurs, qui ont contesté des formes de remise en cause des pouvoirs des auteurs dans le cadre du mouvement MeToo. Et à l'inverse, des critiques qui, elles, en soutien à des militantes, les actrices et d'autres professionnels qui se sont mobilisés contre les violences sexistes et sexuelles, ont critiqué les pouvoirs des auteurs, critiqué aussi l'habitude des critiques d'apprécier les films en tant qu'œuvre des seuls cinéastes, etc. Voilà. Et du côté des réalisatrices qui se sont appropriées le statut d'auteur, on trouve là aussi des rapports, des postures d'auteur très différentes. Des cinéastes comme Breya, par exemple, ont
fait valoir leur statut d'auteur ou d'autrice de leur film en s'appropriant les discours les plus autoritaristes et les plus dévalorisants pour les collaborateurs et collaboratrices qu'on retrouve chez certains de ses homologues masculins dès le début du XXe siècle. Et à l'inverse, d'autres cinéastes peuvent, comme leurs homologues masculins d'ailleurs, tenir des discours plus valorisants pour leurs collaborateurs et collaboratrices, insister sur le caractère collectif de l'activité cinématographique, etc. Voilà. Selon ton analyse, les auteurs de films dans le champ transnational sont caractérisés par leur rapport aux nations. Et ce qui m'a semblé aussi très intéressant, c'est l'idée que la position vis-à-vis du statut d'auteur, autoriste ou anti-autoriste, contribue à structurer les luttes anticolonialistes comme celles qui ont émergé en Amérique du Sud dans les années 60 et au tournant des années 70. Est-ce que tu peux revenir sur ce point-là ? Eh bien, cette opposition originelle, en quelque sorte, entre un féminisme anti-autoriste et un féminisme autoriste, on la retrouve aussi dans le cas de cette autre lutte qui est l'anticolonialisme. Je l'ai montré en analysant les discours de quelques grands noms du cinéma anticolonialiste d'Amérique du Sud dans les années 70. Glauber Rocha, qui est le grand nom du cinéma novo au Brésil, a défini le cinéma anticolonialiste comme un cinéma d'auteur qui devait être l'œuvre des cinéastes, qui devait s'opposer aux normes industrielles du cinéma hollywoodien dominant le marché mondial, en faisant valoir non seulement leur singularité d'artistes, mais aussi en se faisant des militants de la cause anti-impérialiste, anti-colonialiste. Et chez Rorschach, quelque part, l'opposition entre cinéma d'auteur et cinéma grand public constitue une forme de matrice de son anticolonialisme cinématographique. À l'inverse, des cinéastes comme Solanas et Guettino en Argentine, Sanginés en Bolivie, ont plutôt défendu un cinéma anticolonialiste, anti-autoriste, qui remettrait en cause la hiérarchie professionnelle du cinéma, non pas seulement celle du cinéma grand public hollywoodien, mais aussi du cinéma d'auteur façon européenne. Solanas et Guettino, dans un texte célèbre, un manifeste pour un troisième cinéma, donc oppose ce troisième cinéma, le cinéma anticolonialiste, aussi bien au cinéma grand public hollywoodien qu'au cinéma d'auteur européen, et il prône un troisième cinéma à la division du travail autre, produit sur le modèle de la guérilla armée, où voilà, l'auteur se fond en quelque sorte dans le collectif révolutionnaire. D'autres cinéastes de la période, eux, en dialogue avec des cinéastes anticapitalistes et anti-impérialistes d'Europe, comme Godard ou comme Chris Marker, ont défendu l'idée que l'auteur devait être plutôt un médiateur entre le cinéma et le peuple, et qu'un cinéma véritablement anti-impérialiste, révolutionnaire, anticolonialiste, etc., devait être d'abord produit par les peuples colonisés en lutte eux-mêmes, dont les professionnels du cinéma agissaient peut-être moins en tant que représentants qu'en tant que facilitateurs de l'accès à l'expression cinématographique. Donc voilà, ce cinéma anticolonialiste a été traversé par des visions très antagonistes, là encore, de la division du travail cinématographique, ce qui n'exclut pas que il a été largement consacré, lui aussi, en tant qu'œuvre de cinéaste.
ces contestations anticolonialistes de l'auteur, elles sont restées finalement assez marginales, ou en tout cas elles sont sans doute moins apparentes dans l'historiographie du cinéma anticolonialiste que les grands noms, les grandes œuvres de grandes figures comme ça du cinéma du tiers cinéma. Voilà. J'aurais une dernière question sur le rapport entre l'auteur et la catégorisation de nouveaux mouvements cinématographiques. Il y a des cas où les cinéastes se revendiquent elles-mêmes d'un label dans le cadre de leur lutte, mais dans bien d'autres cas, surtout pour des cinémas périphériques, une catégorie est assignée autour de quelques auteurs qui viennent d'acquérir une reconnaissance, comme tu l'évoques dans le chapitre 8, et qui est combinée souvent à une catégorie nationale. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur ces pratiques d'étiquetage construites à partir de quelques figures d'auteurs? Est-ce qu'elles participent à une forme d'universalisation des auteurs et des cinémas périphériques? Alors, je n'ai pas travaillé spécifiquement sur ces formes d'étiquetage, mais j'ai montré dans le dernier chapitre de ce livre que la construction du statut d'auteur et de la fonction auteur de cinéma avait été s'était opéré en relation avec la construction de la nationalité des films. Les prétendants au statut d'auteur, et en particulier les réalisateurs, ont été, au moins à certaines époques, beaucoup valorisés en tant que représentants de leur nation. À en croire certains discours que j'ai étudiés, il fallait que, pour qu'un film soit bon, que son auteur exprime son identité nationale et se fasse le porte-parole de la culture française ou de la culture américaine à l'échelle mondiale, quoi. Ça, c'était disons une première forme d'universalisme cinématographique, qui était une forme qui prônait un cinéma des nations, par opposition à un cinéma hollywoodien qui était dévalorisé comme un cinéma qui, au contraire, avait peu de caractère national et était dévalorisé comme un faux universel, quoi. En raison notamment de ces discours, ces discours ont conduit à valoriser beaucoup de cinéastes en tant que porte-parole et représentants de leur nation. Aujourd'hui, je dirais que cette injonction à représenter des cultures nationales, elle pèse bien davantage sur les cinéastes de pays périphériques, qui, dans les festivals internationaux, qui constituent leur voie d'accès, disons, au marché mondial du film, sont souvent valorisés pour des films qui donneraient à voir la réalité sociale de tel ou tel pays d'Afrique ou du Kazakhstan ou autre. Et pour revenir à ta question, il est possible que cette association des auteurs à des écoles nationales, aux écoles que tu mentionnes, le Taiwan New Cinema, la Nouvelle Vague coréenne, mais aussi l'association à certains genres, ce soit donc des formes d'assignation qui pèsent plus sur ces cinéastes-là que sur des cinéastes français ou américains qui, peut-être dès leur carrière, sont davantage valorisés pour leur individualité, pour leur singularité, plutôt qu'en tant que représentants d'un genre, d'une filmographie nationale, d'une école, etc. Voilà. Ce qui n'empêche pas, malgré tout, pour nuancer un peu cette hypothèse, que dans les pays centraux aussi, on trouve des auteurs, en particulier en début de carrière, qui sont valorisés via la construction d'écoles nationales ou infranationales. Un exemple, ça pourrait être le Mumblecore, par exemple, qui, dans les années 2000-2010, aux États-Unis, a été
une étiquette comme ça qui a permis à un certain nombre de cinéastes américains en début de carrière d'acquérir une certaine reconnaissance. Alors à présent, il est temps de laisser la parole au public. Merci beaucoup pour cette présentation et le travail accompli a l'air colossal de retracer tout ça autant sur le versant, enfin l'aval et l'amont du cinéma. J'ai eu beaucoup de questions qui me sont venues. Je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Mais des questions qui sont peut-être moins historiques. Donc voilà, à voir à quel point tu pourras éclairer les problématiques que j'ai, et des questions qui se posent plus actuelles. Je pense qu'il y a quand même une certaine particularité au contexte français qui donne une grande place aux diffuseurs et au pouvoir public par rapport à d'autres contextes nationaux, de comment se sont structurées la production cinématographique. Et dans ce cas-là, dans ce cas très spécifique de la France, dans son financement, dans son modèle de financement des films, comment se passe la place de l'auteur ici? Bon, c'est très très large comme question, mais surtout vis-à-vis des diffuseurs, est-ce qu'il y a des opérations de détournement ou d'accompagnement des auteurs vis-à-vis des différents diffuseurs? Et je pense que chaque diffuseur va avoir une posture différente. J'imagine que celle de Canal+ n'est pas du tout celle de TF1, etc. Et j'aurais une autre question, si ça te va que je les pose comme ça. Puisque tu parlais des plateformes, j'y vois aussi un rapport assez ambivalent, si on veut aussi parler de diffuseurs pour les plateformes, en particulier pour Netflix qui s'est imposé, qui est venu en fait en soutien à certains auteurs. Ils se sont rapprochés de certains auteurs qui pouvaient être considérés comme marginaux en France. Je pense à Kerry James, par exemple, pour Banlieusards. Ils ont pu soutenir plusieurs auteurs de cette manière-là. Ils se sont rapprochés de la Cinémathèque aussi, qui est un pôle un peu plus autoriste. Ils se sont rapprochés aussi de certaines organisations professionnelles pour se légitimer. Et pourtant, à part dans la manière de produire ça, ils communiquent assez peu, et aussi j'ai l'impression qu'il y a très peu d'accompagnement des auteurs. Est-ce que tu as pu voir ça, un accompagnement des auteurs par Netflix, c'est-à-dire comme le fait par exemple Canal+, ou les autres types de diffuseurs, ils vont accompagner dans leur relation presse les auteurs qu'ils peuvent soutenir, ou France Télévisions par exemple, je pense qu'ils sont peut-être plus archétypaux là-dessus. Et même dans la façon de promouvoir les films sur la plateforme, il n'y a pas le nom des réalisateurs. Donc je voulais savoir, est-ce que tu as pu un peu voir ce rapport ambivalent qui existe au sein de Netflix? Je pense que c'est peut-être le plus illustratif de ça, parce qu'après Disney ou Amazon, ils financent moins le cinéma français, mais voilà, c'était mes deux questions qui sont venues comme ça. Alors peut-être sur la question d'abord des politiques cinématographiques. Bon, alors ces politiques, elles bénéficient à la fois au cinéma grand public et au cinéma d'auteur quand même, même si elles prennent des formes différenciées à ces deux pôles, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, focaliser plutôt sur la question du cinéma d'auteur. Les politiques de soutien au cinéma d'auteur participent de la reproduction de la position dominante du réalisateur dans le cadre de la fabrique des films de bien des manières. D'abord le dispositif de l'avance sur recette, qui est la principale aide attribuée sur des critères de qualité à des projets de films d'auteur, est une aide qui est principalement attribuée sur la base d'un travail de scénarisation qui est fait ou par le réalisateur ou par le réalisateur avec un ou une co-scénariste. C'est une aide qui est attribuée aussi en partie en fonction de la réputation accumulée par le cinéaste, bien davantage que par d'autres professionnels. Au-delà de cette aide, un certain nombre d'aides sont attribuées d'abord aux cinéastes ou pour des films valorisés comme l'œuvre de leur réalisateur, comme je l'explique comme je le rappelle dans le livre.
la catégorie premier film, qui est importante dans les politiques cinématographiques françaises. On parle beaucoup de premiers films, un certain nombre de mesures visent à encourager la production et la valorisation de premiers films. On parle toujours des premiers films des cinéastes. Et ces différents dispositifs visent à professionnaliser d'abord des auteurs et la professionnalisation des autres professionnels est plus secondaire, disons. De même, les aides au cinéma d'art et essai participent de la reproduction d'un circuit de salles qui se distingue des salles grand public par le poids de la réputation des auteurs dans la construction des programmations, de la valorisation de la parole des cinéastes ou de médiateurs qui valorisent les cinéastes dans la médiation des œuvres, etc., que ce soit lors des séances ou dans les programmes ou autres, etc. Pour en venir peut-être à ces nouveaux diffuseurs que sont les plateformes, je pense qu'il faut préalable rappeler qu'il en existe plusieurs des plateformes et qu'elles sont plus ou moins autorisées, qu'elles accordent plus ou moins d'importance aux auteurs dans leur travail de construction des catalogues, de classement de ceux-ci, de valorisation des films sur leurs interfaces, etc. Et qu'on peut opposer des plateformes comme Mubi ou Tank qui vont beaucoup valoriser les films au regard de leurs cinéastes, réalisateurs, réalisatrices, à des plateformes plus grand public, moins autorisées comme Netflix ou Disney, même si effectivement il y a des nuances entre les deux. Ensuite, je dois rappeler aussi que dans leur quête de légitimité auprès des pouvoirs publics hors des États-Unis, dans le cadre de leur stratégie aussi commerciale, de développement sur des marchés à l'étranger, etc., et plus généralement dans la construction de leur position dominante, ces plateformes, en particulier Netflix, ont aussi à certains moments de leur histoire valorisé quelques grands noms du cinéma, se sont fait valoir comme des entreprises qui produisaient des films que les grands studios ne voulaient plus produire, que ce soit ceux de Scorsese ou d'autres. Ça a fait partie quelque part de la construction de l'image de marque et de la respectabilité de ces entreprises, de même que leur mécénat auprès de la Cinémathèque française ou d'autres institutions cinématographiques. Ce qui n'empêche pas, je pense, ces plateformes de se rapprocher d'autres sociétés de production et distribution plus grand public, dans le fait que finalement le gros de leur production est davantage des productions plus grand public, qui ne s'adressent pas en priorité à un public familier des noms d'auteurs, et ce sont des productions qui mettent moins en valeur les réalisateurs, évidemment, en grande partie les productions type Netflix que les films d'auteurs plus classiques, ou en tout cas ceux qu'on va retrouver sur Mubi, par exemple. Voilà. Donc je dirais que les grandes plateformes ont eu, dans le cadre de Netflix, aussi leur politique des auteurs, quelque part. Parfois même ont collaboré de façon répétée avec des cinéastes déjà consacrés, mais c'est resté assez marginal dans leur stratégie, et elles se sont beaucoup plus valorisées auprès de leurs actionnaires et de leur public, au regard de leurs algorithmes, au regard de l'originalité de leur production par rapport à l'offre de séries locales, etc. Merci beaucoup pour la richesse de votre exposé. Et vraiment, il y avait énormément de points qui étaient soulevés et c'était tout à fait passionnant. Je vais revenir sur 2 aspects simplement. J'ai particulièrement été saisie par l'idée de l'anti-auteurisme qui m'a beaucoup intéressée. Je voulais savoir quelle forme prennent ces constatations, ces contestations anticolonialistes.
et anti-autoriste. Est-ce que c'est plutôt sous forme de film ou de tribune ? J'ai pas bien saisi encore. Quelle signature était donnée à ces contestations ? Et je voulais aussi savoir quel rapport ça avait avec la fiction. C'est-à-dire dans quelle mesure la fiction est vraiment totalement corrélée à ces contestations, ou en fait est-ce qu'il y a une relative décorrélation, une tendance vers, par exemple, le documentaire ? Et deuxième question, il y a beaucoup de données juridiques en fait dans votre recherche. Il y a une dimension juridique très importante. Et comment est-ce que s'est passée en fait cette investigation sur ce plan-là, sur un terrain qui est très accessible, mais pas facile d'accès en même temps, c'est-à-dire souvent difficile à appréhender. Je voulais savoir comment ta formation de sociologue avait pu contribuer à ta lecture de ces différents textes. Merci beaucoup. Les contestations de l'attribution des films à des auteurs, de la hiérarchie professionnelle qu'elle implique, des rapports de domination qui sont constitutifs de cette hiérarchie professionnelle. Donc, ces contestations, elles ont pris la forme de discours, de prise de position, de cinéastes, de critiques, critiquant ces hiérarchies professionnelles, prônant d'autres manières de faire les films, plus égalitaires, à la division du travail moins poussée. Et ces discours se sont aussi accompagnés de pratiques de production, de pratiques de signature aussi, qui rompaient avec la concentration du pouvoir au profit du réalisateur. Les exemples les plus connus de ça sont les collectifs de cinéma militant, qui sont développés à partir de la seconde moitié des années 60, que ce soit en France, aux États-Unis et dans d'autres pays, qui étaient composés de travailleuses du cinéma, pour la plupart assez peu connus, en début de carrière, en formation, etc., voilà, qui essayer de ne pas reproduire la fragmentation du travail qu'on retrouve dans le cinéma professionnel, donc qui cumulait différentes fonctions, se partageait des activités comme le montage, le cadrage, le fait de tenir la caméra, etc. Voilà. Et en termes de signature, un certain nombre de films ont été... D'abord, ces collectifs aussi, surtout, entendaient démocratiser le pouvoir de décision artistique, quoi. Il s'agissait de prendre les décisions en collectif sur la manière dont le film devait être fait, monté, tourné, etc., quoi. Des collectifs de ce type, on en retrouve aussi aujourd'hui, même si ça reste rare et assez marginal dans le champ cinématographique français, mais un collectif sur lequel beaucoup de choses ont été écrites, par exemple, c'est Les Scotcheuses en France, qui, par exemple, montent des films à 20 personnes, essayent de prendre l'ensemble des décisions de façon plus démocratique, ou en considérant chaque membre du collectif comme à égalité avec les autres. Voilà. Et en termes de signature, donc ces films ont souvent... soit n'ont pas été signés, notamment un certain nombre de films des années 68 n'étaient pas à l'origine signés, qui étaient signés ensuite, ou alors ont été signés par des noms de collectifs. Les plus connus sont Dziga Vertov ou le groupe Medvekin, parce qu'ils comprenaient de grands noms du cinéma comme Godard et Marker à l'origine. Mais voilà, aussi... aux États-Unis, c'est par exemple Newsreel, un réseau de cinéma militant qui a produit dans la seconde moitié des années 60 beaucoup de films signés Newsreel ou non signés, quoi. C'était alors ces formes de cinéma produit autrement, de façon plus égalitaire, signé en collectif, etc., ont été quand même plutôt concentrés dans le cas du cinéma militant,
et de formes de cinéma moins fictionnelles, moins fictionnalisées. Ces collectifs, pour beaucoup, filmaient des luttes en cours, considérés comme les créateurs des films, non seulement ceux qui maîtrisaient et maniaient les outils cinématographiques, mais aussi les différents acteurs des luttes sociales qu'ils filmaient. Ce discours anti-autoriste, disons, qui émerge dans les années 60 et 70, il voit beaucoup dans les œuvres l'expression des collectifs, des militants en lutte, davantage que ceux de travailleurs et travailleuses du cinéma spécialisé, disons. Voilà, donc la fiction est une forme, un genre assez marginal, mais pas inexistant non plus. Il y a au moins un film newsreel qui était un film de fiction. Aux États-Unis, un collectif qui s'appelait Ciné Manifeste, qui était assez peu étudié en France, prônait un cinéma de collectif qui soit aussi un cinéma de fiction, voire un cinéma de genre, de façon aussi à toucher un public plus large que le public des militants politiques ou des connaisseurs du cinéma militant, finalement. Enfin, ce cinéma militant de collectif, il a eu dès l'origine, et il a encore aujourd'hui un public très restreint, quoi. Mais pour certains de ces collectifs, le recours à la fiction a été envisagé comme un moyen de démocratiser ou peut-être de toucher un public plus large. Mais ce cinéma de collectif, c'est longtemps, et c'est toujours heurté, disons, à beaucoup d'obstacles, que ce soit en termes de production ou de distribution. C'est un cinéma qui a été peu diffusé, qui peinait aussi enfin, les collectifs, bien souvent, ont été assez rapidement dissolus parce qu'il manquait de moyens de fabriquer les films, de les diffuser. Leurs membres, qui n'étaient pas des professionnels, manquaient de temps pour pérenniser, disons, ces collectifs, etc. Même si un certain nombre d'entre eux ont pu produire une œuvre assez conséquente et qui aujourd'hui est valorisée, en tout cas par l'historiographie du cinéma militant. Voilà. Je dois aussi rajouter que toutes les formes de cinéma militant, anticapitaliste, antiféministe, anti-impérialiste, n'étaient pas en rupture avec l'attribution des œuvres à des auteurs. Enfin, je l'ai dit dans le cadre du cinéma féministe, mais et ça vaut aussi pour le cinéma anticolonialiste. Donc voilà. D'autres cinéastes, eux, ont produit des œuvres en continuant de défendre l'idée que le bon cinéma devait être l'œuvre du cinéaste, quoi. Et votre autre question sur le droit, eh bien, c'est pendant ma thèse, donc je me suis au fil de mon enquête, en fait, familiarisé avec le droit de la propriété intellectuelle en France et aux États-Unis, sans suivre de formation juridique spécifique, mais je pense que l'entrée par mes premières opérations de recherche, c'était notamment des entretiens auprès de cinéastes investis dans des batailles autour de leurs droits. Et je me suis d'abord familiarisé avec, en quelque sorte, des visions assez profanes du droit et plus accessibles, disons, à un non-juriste que peut-être les connaissances juridiques qui se transmettent à l'université, ou que les points de vue sur le droit des experts du droit. Ensuite, j'ai étudié beaucoup de débats juridiques, la construction des différentes normes, et progressivement, voilà, je me suis familiarisé avec les normes évoquées par les différents acteurs que j'étudiais. En fait, le coût d'entrée dans cet objet d'étude, où le coût de familiarisation avec les normes du droit d'auteur et du copyright n'était pas énorme, au moins pour ce que j'ai entrepris dans le cadre de ma thèse, qui est l'analyse de la construction du statut juridique d'auteur.
Merci pour la présentation du livre et de l'enquête qui effectivement avec un matériau très dense. Et je me demandais par rapport au chapitre 5, j'avais plus une question un peu méthodologique ou de choix concernant l'étude des différentes classes de critiques et l'usage des noms d'auteurs ou à l'intérieur de cette typologie de critique. Pourquoi avoir choisi de faire pourquoi avoir choisi cette perspective à ce moment-là dans votre enquête concernant plus du coup la réception et l'expertise un peu spectatorielle sur Allociné. Je me demandais un petit peu pourquoi vous aviez pris cette orientation-là dans une enquête sur le statut d'auteur et sa construction et ses luttes, en vous focalisant du coup plus à ce moment-là sur la réception du point de vue du public. Et pourquoi vous avez cette méthode-là, donc d'identifier des classes avec une analyse lexicométrique très intéressante, si vous aviez réfléchi à le faire à l'échelle d'un autre matériau, un matériau concernant la critique de presse, par exemple, ou si vous... pourquoi vous étiez focalisé sur Allociné, 3 films et une expertise spectatorielle un peu ordinaire, entre guillemets. D'abord, peut-être pourquoi étudier aussi la réception dans un travail sur la construction de hiérarchie professionnelle et sociale entre différents participants à la fabrique des œuvres. Je pense que c'est un point vraiment important de l'ouvrage. Ces hiérarchies professionnelles, elles sont fortement structurées par des manières de voir les films. La position dominante des réalisateurs dans le cadre de la fabrique des films, la légitimité de leur pouvoir, de leur statut d'auteur auprès de leurs collaborateurs et collaboratrices, elles se fondent largement sur le fait que les œuvres soient valorisées, perçues, présentées, commentées comme les œuvres des cinéastes par des intermédiaires et par par une fraction du public, et notamment par les professionnels du cinéma. Dans un chapitre antérieur à celui que vous mentionnez, je m'interroge par exemple sur les raisons pour lesquelles des professionnels comme les monteurs-monteuses, les chefs opérateurs ou autres, ou les chefs décorateurs, sont passés historiquement d'une attitude quelque part de résistance à l'attribution des films au seul cinéaste à une forme d'adhésion au statut d'auteur des réalisateurs qui pourtant quelque part les dépossède en partie de leur contribution, de la reconnaissance de leur contribution à la production des films. Et bon, j'avance plusieurs raisons pour lesquelles progressivement ces professionnels ont adhéré au statut d'auteur des réalisateurs, mais l'une d'entre elles qui est importante, c'est le fait que ces professionnels ont été socialisés aussi au cinéma en tant que spectateurs, ont aussi l'habitude de penser, de voir, d'aimer les films de cinéma en tant qu'œuvre de cinéaste, de choisir leur film du soir ou du lendemain en fonction de leur amour pour tel ou tel auteur, etc. Et ça, c'est un rapport au cinéma qui a des conséquences donc, sur la manière dont ils perçoivent leurs collaborateurs. Et je pense que c'est vraiment un fondement essentiel de la légitimité, de la naturalisation du statut d'auteur des réalisateurs. Entre parenthèses, il y avait une question au début de notre discussion sur la place de ma cinéphilie dans cette recherche. Je dois ajouter le fait que
c'est aussi parce que, au fil de ma recherche, je me suis bien rendu compte que j'avais beau développer une approche critique de l'auteur, des rapports de pouvoir, des rapports d'exploitation, que cela implique, le soir ou dans mes propres pratiques de spectateur, je restais attaché et enclin à apprécier les films aussi en tant qu'œuvre de leur cinéaste, à voir comme une forme d'évidence dans beaucoup de mes pratiques le fait de parler d'un film comme de l'œuvre de son cinéaste, que j'ai été amené à réévaluer, disons, la place de la médiation et de la réception des films dans la construction de ces hiérarchies et la naturalisation de cette hiérarchie professionnelle. L'idée, c'était aussi, en étudiant les usages de la fonction auteur, de dépasser un peu cette vision de l'auteur du cinéma comme une simple idéologie. Comme ça. À l'aide de ce corpus, je voulais montrer que l'usage du nom d'auteur avait des effets sur la manière dont les œuvres étaient perçues, était certes une source parmi d'autres de l'invisibilisation ou de la dévalorisation d'autres professionnels que les cinéastes, mais que c'était aussi un instrument de pensée, un instrument d'appréciation esthétique qui permet de voir les films, de tenir des discours sur les œuvres, de tirer des plaisirs de l'activité cinématographique distincts, ou qui contrastent avec les pratiques, habitudes, la cinéphilie des spectateurs qui n'ont pas cette habitude ou cette pratique cette familiarité avec les auteurs et cette habitude d'apprécier les films en tant qu'œuvre des cinéastes. Et pour ça, le fait de mobiliser des critiques amateurs me semblait être un bon matériau, à la fois assez facilement accessible à un moment de ma recherche où je n'avais pas le temps de me lancer dans une grande enquête de public, et en même temps assez diversifié. Disons que l'avantage d'Allociné, même si je peux difficilement l'objectiver statistiquement, c'est de réunir des critiques amateurs très variés dans leur forme, dans le capital culturel qu'elles mobilisent, dans leur faute d'orthographe, dans leur ce qui trahit quand même une certaine diversité sociale de ce public utilisateur d'Allociné. Et donc c'était un matériau qui pour moi me permettait de récolter des discours qui à la fois mobilisent et ne mobilisent pas la fonction auteur, et qui le font de façon assez variée. Et je pense que ça m'a permis d'analyser des usages peut-être moins savants, plus profanes, plus ordinaires du nom d'auteur que ceux des critiques de cinéma. Ce choix, il tenait aussi au fait que, pour moi, ça n'avait pas trop de sens de consacrer des pages et des pages à analyser comment les critiques professionnels eux-mêmes se servent du nom d'auteur. C'est quelque part parce que c'était peut-être plus évident pour moi, je baignais davantage dedans, et le fait que les critiques utilisent le nom d'auteur, c'était moins mystérieux, je pense, et plus connu que des usages socialement diversifiés du nom d'auteur que j'ai objectivé par cette méthode. Merci beaucoup, Jérôme Paclouret. Bien, merci à tous les deux, et merci au RT14 pour cette invitation. Merci beaucoup. C'était une discussion passionnante, et je crois que la discussion l'aura bien montré. Ton enquête est riche, le livre est riche, et du coup, on vous encourage vivement à aller le feuilleter à votre tour et prendre le temps pour. C'est vraiment passionnant. Merci également à Aurélien Tom à la réalisation technique qui rend possible tout simplement ces enregistrements et ces podcasts. Et merci également aux autres membres du RT14 en essayant d'écorcher aucun nom et prénom, excusez-moi si c'est le cas: Cindy Aubrière, Élise Chiez-Vatine, Anastasia Choquet, Tristan Dominguez, Michael Frodenthal, Karim Amou, Guillaume Lurton, Serkan Narmanli
et Domitille Séné et Olivier Vanet. Encore un rappel pour la prochaine séance, le 12 mai, nous aurons le plaisir de rencontrer Sophie Noël autour de son livre « Le petit commerce de l'indépendance ». La séance sera animée par Olivier Vanet et se déroulera aussi sur le site Pouchet du CNRS en salle 159 cette fois, de 14h à 16h. Très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.